Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Conférence de presse du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement ce mardi au menu des échanges avec les hommes des médias, la tournée nationale du président de la République. Les détails dans un instant. Des cas de tricherie enregistrés lors des compositions du concours de recrutement des auditeurs de justice. Après l'expulsion des mises en cause, le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête. Internet haut et très haut débit pour naviguer. Les Béninois ont désormais la possibilité de se l'offrir et ce grâce à la fibre optique, un projet phare du gouvernement. Son rôle et son importance pour l'écosystème numérique dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de cette édition spéciale. 2 cas de tricherie ont été constatés lors des compositions du concours de recrutement des auditeurs de justice organisé du 12 au 13 décembre 2020. Après l'expulsion des mises en cause du centre de composition, le parquet de Cotonou vient d'ordonner l'ouverture d'une enquête par la brigade économique et financière. Je vous propose de suivre la déclaration du procureur de la République au micro de Marcel Arrossi. Le concours organisé à cet effet s'est effectivement déroulé le week-end dernier, les samedis 12 et dimanche 13 décembre 2020. Alors que l'épreuve de procédure pénale se déroulait dans l'après-midi du samedi, 2 candidates ont été surprises dans des manœuvres de tricherie. L'une a été vue en train de manipuler un téléphone portable par lequel elle correspondait avec une personne extérieure, l'autre avec des documents écrits en forme de brouillon qui n'étaient pas ceux fournis par le centre d'examen. L'une et l'autre ont été sorties de la salle d'examen et expulsées du centre de composition. Aussitôt qu'il en a été informé, le parquet de Cotonou a ordonné l'ouverture d'une enquête qui a été confiée à la brigade économique et financière. Cette unité a été instruite aux fins d'interpeller, de placer en garde à vue les mises en cause ainsi que tous leurs complices. Dès la clôture de l'enquête, ces personnes seront présentées au procureur de la République et feront l'objet de poursuites judiciaires exemplaires. Il est à rappeler que la fraude dans les examens et concours est prévue et punie par les articles 754 à 757 du Code pénal et que les auteurs ou complices de cette infraction sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions de francs CFA d'amende. Enfin, le parquet de Cotonou saisit cette occasion pour lancer à nouveau un appel au sens civique et moral, ainsi qu'à la responsabilité de tous nos concitoyens. Et toujours par rapport à cette actualité, sachez, mesdames et messieurs, que le chef de l'État a décidé de l'annulation du dit concours dans le but d'offrir les mêmes chances à tous les candidats.
La tournée nationale du président de la République, parlons-en de nouveau. Le ministre porte-parole du gouvernement a, comme il l'avait promis, aux acteurs des médias essentiellement basés à Cotonou, donné une conférence de presse de restitution des grands axes de cette deuxième partie. 43 communes visitées, les grandes réalisations vulgarisées. Alain Oronla prolonge encore le plaisir de voir le chef de l'État au contact de ses compatriotes. Les propos sont recueillis par James William Bagedi et Louis Koudougba. Le chef de l'État, en effet, dans ses adresses, en faisant preuve de pédagogie, a partagé avec les compatriotes des localités visitées et au-delà de ces compatriotes, avec l'ensemble des Béninois, les motivations des réformes majeures qui ont été entreprises dans notre pays. De 2016 à ce jour, notre pays est en chantier. En chantier parce que il y a des champs de construction qui ont été ouverts ci et là. Parce que tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau, que des efforts ont été entrepris pour que l'eau et l'eau potable parviennent à tous les Béninois. Nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. Les investissements sont faits pour faciliter l'accès aux soins, l'accès à la santé, la réhabilitation des hôpitaux, la construction d'un hôpital de référence, puis un deuxième, puis un troisième, probablement la dotation de notre système de santé, d'ambulances, d'équipements divers qui manquent. Notre pays doit pouvoir tirer des avantages de son potentiel touristique, d'où un programme ambitieux qui permettra de drainer vers notre pays des millions de touristes. Les efforts qui ont été faits en matière d'agriculture, vous le savez, notre pays est passé premier en production cotonnière, premier d'Afrique en production cotonnière, deuxième de la zone UEMOA en ce qui concerne le vivrier. Nous sommes en train d'entreprendre les diligences nécessaires afin que la filière en arcade nous hisse à la première place. Donc c'est un programme que mon collègue de l'agriculture aura à dévoiler. Des centaines de milliers d'hectares qui sont en train d'être apprêtés pour supporter cette culture afin que d'ici quelques années, notre pays soit le premier producteur d'un arcade. Et c'est la même ambition que nous nourrissons pour le riz, où nous produisons actuellement 400 000 tonnes, mais nous visons le million de tonnes d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans. Ce n'est rien à côté des réformes politiques qui ont été engagées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est savoir mettre les résultats en lien. Est-ce que ceci aurait été possible si nous étions restés sous notre ancien système de gouvernance que nenni? Évidemment, c'est là l'importance des réformes politiques. Parce que sans ces réformes politiques, on n'aurait jamais pu améliorer la gouvernance. L'ancienne gouvernance facilitait la corruption, l'impunité, la gabegie, le désordre, la pagaille. Si autant avait été fait il y a 60 ans, on n'en serait plus là. Mais on essaie de rattraper ces retards. C'est une constante que nul ne peut nier. Ça, c'est un travail de planification, d'audace, de rêve, de rationalisation, programme ambitieux que seul
un grand homme, des grands hommes peuvent animer. Suivrez après le journal l'intégralité de cette conférence de presse au cours de laquelle le ministre Alain Oronla a répondu également à d'autres questions des journalistes, même celles qui n'ont pas spécialement rapport avec la tournée nationale du président de la République. La formation au métier pour répondre à la demande sur le terrain, le gouvernement y travaille désormais et le président Patrice Talon a apporté des précisions aux étudiants à l'étape de Cotonou lors de sa tournée nationale. Ce sont des échanges que nous proposent Jérôme Hongbo, Mathieu Sokenou et Patrick Pelengue. Comme vous l'avez dit plusieurs fois, comment nous pourrons véritablement revoir notre système éducatif qui ne rime pas avec les réalités de notre pays pour que, à l'avenir, les formations dans nos écoles et universités puissent véritablement permettre aux jeunes de trouver de l'emploi une fois fini leur formation. Gérer un pays, c'est régler les problèmes d'aujourd'hui et régler les problèmes de demain. C'est ce que nous faisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas visible, mais ça nous coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Mais ça y est, c'est engagé. Vous avez vu ceux qui ont été recrutés pour aller en formation en France. À cause de Covid, on a eu du mal à envoyer le nombre qu'on a prévu. Certains sont partis, mais d'ici l'année prochaine, c'est des centaines d'élèves professeurs qui vont aller au Canada, en France, en Belgique, pour être formés, pour devenir des professeurs dans les écoles de métiers, les écoles techniques. Parce que si on construit les écoles et qu'on n'a pas d'enseignants techniques, qu'on n'a pas de professeurs, on va les construire et on va attendre qu'ils reviennent. Donc, on a commencé déjà à les envoyer. Ça a commencé cette année. Dans 2 ou 3 ans, c'est plus de 1000 personnes qui partiront en formation et qui reviendront donc former nos enfants dans ces écoles-là et former également d'autres enseignants pour que ces écoles dont les constructions démarrent, au moins on est en train de finir, de les construire, de les équiper, que les professeurs sont en train d'arriver. C'est planifié, ça a démarré. Et là également, la réponse à votre question, quand est-ce que l'école va former les enfants que le marché attend, ça va commencer, mais les effets définitifs ne seront visibles que dans quelques années. Mais ça y est, nous y sommes. Et vous êtes encore jeune, vous aurez encore le temps de rattraper. Actualité politique à présent, les membres de la coordination départementale et communale de Djougou du parti Union progressiste ont rencontré les militants à la base dimanche dernier. Objectif, faire le bilan des recommandations issues de la journée de réflexion de septembre dernier et ensuite évaluer l'enracinement du parti dans la commune de Djougou. Ikiliro Gonou-Sero, Abdoulafou Idrissou. Une rencontre de capitalisation des recommandations issues de la journée de réflexion sur l'enracinement du parti Union progressiste dans la commune de Djougou organisée en septembre dernier. Quelques mois après, les militants se retrouvent pour faire le point. Et parmi les stratégies adoptées, c'était l'enrôlement de nouveaux militants dans tous les quartiers et villages de la commune. Une action qui a été effective selon les membres de la coordination départementale du parti dans la Donga. Suite à cette journée de réflexion, nous avons sorti un plan stratégique d'enracinement de l'Union progressiste dans la commune de Djougou. C'est dans la mise en œuvre de cette feuille de route que nous sommes revenus suite aux instructions de la hiérarchie, c'est-à-dire le président Bruno Amoussou, l'enrôlement de nos militants par commune, par quartier, quartier de ville, par village. Nous sommes sortis satisfaits parce que les 5 militants que nous avons conviés à cette séance sont sortis ragaillardis. Et d'ici à là, vous allez voir, à la prochaine séance, nous sommes capables de réunir 50 000 personnes dans cette commune de Djougou. L'Union progressiste, après le point fait, est passée de 1700 militants convaincus enregistrés à plus de 6000 dans la commune. Le message est entièrement passé, puisque ça a été surtout un diagnostic qui a été fait. On est passé de village en village,
Vous savez, à Djougou, nous avons 122 villages. Et tout le tour que nous sommes en train de faire, nous diagnostiquons de village en village pour voir l'état, le niveau de mobilisation au niveau de chaque village. Et pour proposer des solutions qui peuvent permettre une mobilisation bien ordonnée de nos populations. Ces séances du genre vont se poursuivre régulièrement, affirment les membres de ce parti dans la commune de Djougou, histoire d'enrôler davantage les militants. Et je vous l'annonçais dans les titres, le secteur du numérique est de plus en plus en vue au Bénin grâce aux différents projets lancés et qui impactent la connectivité des Béninois. Nous vous proposons dans ce journal un sujet sur la fibre optique, un autre projet phare du gouvernement. Quelle est son importance pour l'écosystème numérique au Bénin? Rebecca Kendiaoundé, Igor Ayosso. Plus de bugs. Désormais, on navigue en toute fluidité dans ce centre culturel situé à Porto Novo. Les dirigeants du centre ont opté pour l'Internet haut débit fourni par la fibre optique. Autrefois, nous essayons d'acheter du crédit Internet que nous reconvertissons, que nous chargeons régulièrement. C'est pas vraiment convivial. Mais avec la fibre optique, d'abord, ça réduit les coûts. Au départ, nous pensons que c'était très cher, qu'il fallait des millions avant de pouvoir se raccorder, mais je peux vous dire que c'est tout à fait le contraire. Et nous avons une connexion haut débit. Et ça change tout. Ça change tout. Une vitesse plus rapide, avec moins d'atténuation et moins d'interférences électromagnétiques. Très fine, la fibre optique assure une connexion bien plus rapide que le réseau historique en cuivre. Le cuivre est une technologie qui est très limitée, qui ne permet pas d'aller vers le haut et le très haut débit. Donc, c'est dans ce cadre-là que le programme d'action du gouvernement, qui est mis en œuvre depuis 2016, dans la vision du chef de l'État de faire du Bénin une plateforme des services numériques pour la sous-région, pour la croissance numérique, eh bien, ce programme d'action du gouvernement a mis au cœur un projet phare qui est l'Internet haut et très haut débit. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, la technologie de la fibre optique a été essentielle en termes de déploiement pour pouvoir promouvoir l'Internet sur tout le territoire national. Donc aujourd'hui, nous parlons beaucoup de numérique, mais le numérique ne peut pas se faire sans l'Internet haut débit. Et l'Internet haut débit ne peut se faire sans des supports performants comme la fibre optique. Compte tenu donc de son importance, le gouvernement a mis les bouchées doubles en investissant un capital humain compétent et un capital financier conséquent pour optimiser l'infrastructure numérique au Bénin. Aujourd'hui, c'est plus de 70 points de présence sur tout le territoire et une interconnexion dans 67 communes. Plus de 2000 km de fibre optique ont été déployés entre 2017 et 2018. Donc typiquement aujourd'hui, entre Cotonou et Malanville, jusqu'à la frontière également à Porga, du côté de Segbanan, de Niki, nous avons déployé des infrastructures optiques. Mais c'est vrai que l'essentiel de ces infrastructures sont faites de manière souterraine. Donc ce n'est pas forcément ces infrastructures qui sont perçues. Mais ces infrastructures sont indispensables. Pourquoi ? Parce que même les opérateurs mobiles aujourd'hui viennent s'appuyer sur cette infrastructure pour délivrer les services qu'ils fournissent justement aux Béninois. Donc cette infrastructure, certes, elle n'est pas visible, mais elle est là et elle sert vraiment de support non seulement aux opérateurs, mais également aux entreprises. Le défi aujourd'hui auquel nous avons affaire, c'est comment faire pour raccorder les clients, que ce soit les clients entreprises, que ce soit les clients particuliers aujourd'hui, pour que ça devienne concret. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui déjà, nous avons déjà le support nécessaire pour pouvoir adresser ces clients. Grâce à des débits beaucoup plus élevés, la fibre optique permet des téléchargements nettement plus rapides et une navigation web confortable, aussi bien pour particuliers que pour les structures commerciales. Depuis son déploiement, des centaines de demandes de clients sont enregistrées chaque mois.
D'abord, tout au début, lorsqu'on avait envoyé la requête, la demande, la réponse a été très rapide. Ils nous ont contactés déjà le lendemain. Et puis une semaine après, ils sont venus nous installer et on a commencé par jouer de l'Internet. C'est la première impression, elle est très bonne. La deuxième impression, c'est le débit. Le débit est très satisfaisant. Aujourd'hui, par exemple, depuis le matin, je suis en train de suivre en différé les cultes qui sont dits hier au Nigeria. Nous sommes sur YouTube. Mais je peux vous dire que lorsque je lance le YouTube, ce n'est pas comme avant, ça se coupe, ça s'arrête, ça doit se télécharger, ainsi de suite. Mais je suis ça comme je suis devant celui qui est en train de parler. Donc, il n'y a pas de raté. Troisième impression avant, lorsqu'il y a une pluie, par exemple, une grosse pluie, le lendemain, nous devons être coupés premier, deuxième, troisième jour avant qu'on nous rétablisse la nuit. Mais depuis que la fibre optique est venue dans cette maison, quelle que soit la grosseur de la pluie, la connexion est toujours là. Et nous en jouissons avec grande satisfaction. Depuis que je me suis connecté à la fibre optique de Digi Télécom, la connexion est parfaite. Il n'y a plus de perturbations, il n'y a plus de désagréments comme ça où ça ne marche pas, ça ne marche pas. Dès que votre forfait est actif, vous êtes à l'aise pour la connexion. Il n'y a pas photo. C'est le jour et la nuit entre les services d'Internet, ils n'ont qu'à m'excuser, actuels, et puis la fibre optique. Le débit est effectivement très intéressant. Il y a la fluidité. Jusque-là, bon, nous ne nous plaignons pas. L'un des plus gros challenges du gouvernement de la rupture dans le secteur du numérique reste la démocratisation de l'accès à Internet haut et très haut débit. Visiblement, ce challenge est relevé à travers le déploiement de la fibre optique. À pas de géant, on s'achemine vers l'ambition du président Patrice Talon de faire du Bénin un hub de services numériques. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Bazou pour le JT Soir. Merci une fois de plus de vous rendre disponible à mon invitation à l'occasion de cette deuxième conférence de restitution que je souhaite cadre de nos échanges et de nos préoccupations relativement à la tournée inédite jamais arrivé dans notre pays que le président de la République a entamé depuis le 12 novembre 2020, parcourant monts et vallées, toutes les contrées de notre pays, dans un exercice de reddition de comptes, de restitution et d'information. Le chef de l'État, en effet, dans ses adresses, en faisant preuve de pédagogie, en faisant preuve d'une certaine efficacité, à partager avec les compatriotes des localités visitées et au-delà de ces compatriotes, avec l'ensemble des Béninois, les motivations des réformes majeures qui ont été entreprises dans notre pays. Nous n'allons pas nier que, avant l'avènement du président Patrice Talon, notre pays vivait certes, mais le dynamisme insufflé par le gouvernement de la rupture a permis à notre pays, en l'espace de 4 ans, d'accélérer le rythme du développement. Cela est incontestable et le président de la République, dans une humilité, a constaté avec nos compatriotes sur place qui ont accompagné la démarche que de 2016 à ce jour,
notre pays est en chantier. En chantier parce que il y a des champs de construction qui ont été ouverts ci et là. Parce que tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau, que des efforts ont été entrepris pour que l'eau et l'eau potable parviennent à tous les Béninois. Nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. En effet, il y a seulement quelques années en arrière, nous connaissions ce qu'on appelle le délestage, c'est-à-dire que nous avions l'électricité, l'énergie électrique par intermittence. Les causes de ce délestage ont été expliquées à chacun des Béninois, à chacune des populations rencontrées. Nous n'avions aucune planification, nous avions accumulé des dettes auprès du Nigeria, du Ghana, qui nous fournissait, de la CLB que nous partageons avec le Togo, ce qui fait que nous étions à la merci des coupures intempestives selon le gré et l'humeur de ces pays fournisseurs. Et que ces 40 milliards de dettes ont été apurées en un temps record. Que nous avons vaincu la fatalité du sous-développement parce que le président a rappelé à l'occasion de cette tournée que nos prédécesseurs ont tenté de construire une centrale thermique électrique qui a coûté 40 milliards à nos finances et que ces 40 milliards ne sont même pas parvenus à allumer une seule ampoule, une seule lampe. Donc c'était un fiasco total. Et bien sûr, les décombres de cette centrale mal pensée, mal conçue, ou en tout cas non exécutée, en l'espace de 2 ans et demi, on a bâti une autre centrale qui couvre nos besoins en énergie à hauteur de 50%. Le président de la République a rappelé que, outre cette centrale, toutes les unités qui nous permettaient d'avoir un peu d'électricité et qui ont été laissées à l'abandon parce qu'elles étaient en panne, ont été toutes réhabilitées. Qu'une deuxième centrale, dont la construction va démarrer au mois de décembre, pour une capacité égale à celle qui avait déjà été construite, c'est-à-dire de 127 MW. En 18 mois, on aura 7 centrales, plus 5 centrales photovoltaïques, c'est-à-dire faisant recours à l'énergie solaire, également en chantier, qui permettront à notre pays, dans 1 an et demi, 2 ans maximum, d'atteindre non seulement l'autonomie énergétique, avec une capacité permettant à nos populations de trouver du courant, mais une autonomie qui permettra à nos entreprises, à nos industries, à nos unités de transformation, qui ont toutes fermé parce que nous n'avions pas cette énergie. Et donc, nous n'étions susceptibles ou éligibles à aucune industrialisation, à aucun développement. Cette autonomie permettra enfin à notre pays de faire rouvrir toutes les unités de transformation, toutes les usines qu'il nous faut pour notre développement, mais permettra également à notre pays de vendre de l'énergie aux pays qui, naguère, nous fournissaient à leur gré, je veux parler du Nigeria, et même du Nigeria, du Ghana, du Togo, et pourquoi pas ailleurs. Ceci est un bond formidable, prodigieux, qu'il était important que le président de la République partage avec nous, parce que c'est le socle de l'industrialisation, c'est le socle du développement, c'est ce facteur
non identifiés hier qui nous obligeaient à vivre sous le joug du sous-développement qui était considéré comme une fatalité et qui aujourd'hui permet à notre pays de rêver d'une industrialisation qui permettra donc la création de nombreuses entreprises, qui permettra la création de plusieurs emplois et qui permettra à notre pays d'avancer. Je peux faire autant de développement pour ce qui concerne les routes, en reprenant cette expression que tout le monde connaît maintenant, à savoir la route du développement passe par le développement de la route. C'est répondant à cette logique qui, jusqu'à il y a quelques années, n'était qu'un vain slogan que le régime du président Patrice Talon, avec abnégation, s'est investi dans une construction effrénée d'infrastructures routières. À Cotonou, vous voyez les rues bitumées, c'est-à-dire qu'on relie chaque commune à l'autre, chaque arrondissement à l'autre, chaque rue à l'autre. Un double programme dit d'asphaltage, donc de bitumage de nos rues à l'intérieur des villes et de toutes les villes du Bénin, de la même manière qu'un développement, une extension du réseau autoroutier pour relier les localités les unes aux autres et préparer le transport efficace de ce que nous produisons dans nos différents greniers, dans nos différents bassins, parce que vaut la production cotonnière, là où nous sommes devenus premiers, de Banikwara, si nous ne pouvons pas l'acheminer facilement vers Cotonou? Que vaut la production du riz dans la vallée ou ailleurs, à Bassila, si nous ne pouvons pas les acheminer facilement par voie de terre ou de fer et bientôt d'air? D'où l'importance d'investir dans ces infrastructures routières, sans compter évidemment le confort que ça nous apporte, du moins qui réduit les nuisances et l'inconfort que nous vivions avec nos hanches et nos reins qui étaient malades, nos véhicules qui étaient vite endommagés. Bref, ces investissements que nous qualifions de préalables pour lancer le développement étaient nécessaires et étaient coûteux. Nous avons parlé de l'eau, où plusieurs centaines de milliards ont été investis, quasiment 200 milliards de francs CFA en l'espace de 4 ans, pour permettre aux Béninois d'accéder à l'eau potable, à l'eau tout court, puis à l'eau potable. Et ceci est devenu une réalité, à tel point que on est passé d'un taux de couverture d'environ 40% il y a quelques années à 60-70% aujourd'hui, avec un objectif de couverture totale à l'horizon 2022, c'est-à-dire 100% des ménages qui auront l'eau. Les investissements sont faits pour faciliter l'accès aux soins, l'accès à la santé, la réhabilitation des hôpitaux, la construction d'un hôpital de référence, puis un deuxième, puis un troisième, probablement la dotation de notre système de santé, d'ambulances, d'équipements divers qui manquent, qui font que nous consacrions beaucoup d'argent aux évacuations sanitaires auxquelles nous ne sommes pas tous éligibles, parce que dans ce système, il y a une discrimination à laquelle le terme a été mis, parce que on consacre les ressources aujourd'hui aux hôpitaux qui pourront soigner, accueillir tous les Béninois dont la santé s'améliore. Quand on se retrouve à l'hôpital, c'est déjà pas une bonne chose, mais tout est mis en œuvre pour qu'on aille moins à l'hôpital, mais on doit en avoir de références qui permettent de prendre en charge en cas de maladie, c'est important. Il y a donc une politique d'investissement massif dans ces différents secteurs, éducation, santé, énergie électrique, eau potable, investissement dans les secteurs de la culture, du tourisme, dont le gouvernement fait le fer de lance du développement. Notre pays doit pouvoir tirer des avantages de son potentiel touristique, d'où un programme ambitieux qui permettra de drainer vers notre pays des millions de touristes. Et c'est pour cela que l'aéroport aussi est réhabilité. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits à ce niveau, que
les réceptifs sont en cours de construction, réceptifs hôteliers, je veux dire, en cours de construction, de restauration pour d'autres, et on va en implanter de grands standings, que le parc de la Pendjari et le parc W sont réhabilités. La gestion est confiée aux spécialistes parce que nous voulons rendre attractive la destination Bénin avec l'installation d'une route de l'esclave, d'une route du coton, d'une route du vaudou, etc. Donc, autant de projets touristiques qui permettront au Bénin de rentrer des devises. Et il faut préparer le terrain. Il y a des investissements massifs, là aussi, qui ont été consacrés au développement de cette filière. Les efforts qui ont été faits en matière d'agriculture, vous le savez, notre pays est passé premier en production cotonnière, premier d'Afrique en production cotonnière, deuxième de la zone UEMOA en ce qui concerne le vivrier. Nous sommes en train d'entreprendre les diligences nécessaires afin que la filière en arcade nous hisse à la première place. Donc c'est un programme que mon collègue de l'agriculture aura à dévoiler. Des centaines de milliers d'hectares qui sont en train d'être apprêtés pour supporter cette culture afin que d'ici quelques années, notre pays soit le premier producteur d'en arcade. Et c'est la même ambition que nous nourrissons pour le riz, où nous produisons actuellement 400 000 tonnes, mais nous visons le million de tonnes d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans. Des investissements sont en train d'être faits là également, de sorte que nous devons constater, comme le président de la République l'a fait avec les populations, que notre pays est en train de vivre une révolution du développement, une révolution économique extraordinaire, prodigieuse, qui rompt avec la fatalité et le pis-aller qui était notre quotidien, mais aujourd'hui, nous voyons que nous sommes un pays capable de redresser la tête et de subir de front la crise, par exemple la pandémie du Covid, en même temps que nous résistons à la fermeture par notre voisin de l'Est de sa frontière, qui était considéré comme un sujet sensible, un sujet qui allait jeter notre pays à la disette ou à la famine, si vous préférez, mais nous avons résisté et notre économie a montré sa résilience parce qu'un travail extraordinaire a été fait en amont et notre pays peut être capable de tous les défis, aujourd'hui, les défis de modernisation. Ça, c'est un travail de planification, d'audace, de rêve, de rationalisation, programme ambitieux que seul un grand homme, des grands hommes, peuvent animer. Et ce n'est rien à côté des réformes politiques qui ont été engagées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est savoir mettre les résultats en lien. Est-ce que ceci aurait été possible si nous étions restés sous notre ancien système de gouvernance que nenni? Évidemment, c'est là l'importance des réformes politiques. Parce que sans ces réformes politiques, on n'aurait jamais pu améliorer la gouvernance. L'ancienne gouvernance facilitait la corruption, l'impunité, la gabegie, le désordre, la pagaille. Et avec ça, on ne peut pas rationaliser notre économie, on ne peut pas entreprendre ce programme ambitieux qui a été déroulé en 2 ans et demi, 3 ans. D'où la nécessité impérative d'opérer ces réformes politiques et institutionnelles qui ont montré leurs résultats, leur efficacité, quand bien même elles n'ont pas été comprises tout de suite. Mais elles sont de plus en plus comprises. Ces réformes qui ont permis de révéler des Béninois de type nouveau, comme l'a expliqué le président de la République, nous n'avons pas fait ce travail. Nous ne sommes pas parvenus à ces résultats qui ne sont pas la panacée. On n'a pas dit que le Bénin est totalement transformé. On a dit que c'est un autre pays. On n'a pas dit que tout est déjà achevé ou accompli. Mais c'est un bon départ
un bon démarrage, de bonnes bases, de bons préalables qui ont été posés. Mais ça n'a pas été fait avec des Chinois, avec des Burkinabés, avec des Ivoiriens, comme dit le président. Ça a été fait avec les Béninois, à qui on a inculqué de nouvelles habitudes. Les Béninois, nous qui commençons à avoir d'autres réflexes, des réflexes de développement, des réflexes de discipline, parce que sans la discipline, on ne peut pas parvenir au progrès. Des réflexes de bons citoyens, parce que tout ce qui a été entrepris et bâti ne l'a pas été avec de l'or. Nous n'avons pas d'or. Ne l'a pas été avec du pétrole. Nous n'en avons pas encore. Nous avons fait tout ceci avec nos propres ressources, c'est-à-dire les impôts qui sont collectés. Enfin, les impôts qui sont collectés, qui sont rationnellement collectés et rationnellement utilisés. Là également, la bonne gouvernance oblige à lutter âprement contre la corruption, parce que cette corruption facilitait le siphonnage de nos ressources qui ne pouvaient donc plus être consacrées au règlement de traitement des fonctionnaires, qui ne pouvaient plus être consacrées au service des dettes onéreuses que nous contractions et qui ne pouvaient donc pas être consacrées au développement de nos infrastructures, au développement des infrastructures socio-communautaires et de tout ce qui fait que la communauté des Béninois aille de mieux en mieux. Il y a donc nos ressources, essentiellement et exclusivement, qui ont permis d'aboutir à ces résultats modestes, même si c'est important dans le contexte de notre pays, parce qu'on essaie de rattraper un retard cumulé depuis de nombreuses décennies. Si autant avait été fait il y a 60 ans, on n'en serait plus là. Et c'est en cela que le président de la République, dans son humilité, reconnaît que les progrès que nous avons engrangés sont le fruit, non pas seulement de son leadership, il est modeste, mais on le lui doit beaucoup, à son gouvernement, aux institutions, mais aux efforts du peuple béninois, grâce à qui on a réussi à avoir ces résultats. Donc le mérite doit être attribué à ce peuple, et nous passons évidemment par votre canal pour le faire savoir à chacun des Béninois, qui rend tout le monde fier d'appartenir à cette nation. Et le président de la République n'a raté aucune occasion de rappeler sa fierté d'être béninois. Il est allé même loin, constamment en disant que s'il devait renaître, il souhaiterait renaître béninois. C'est vous dire l'attachement du président de la République à cette nation qui n'est plus en construction. Nous sommes déjà, en dépit de la diversité de nos origines, de nos confessions, nous sommes déjà une nation. Mais nous sommes une nation qui est en train de bâtir son État, son pays. Nous sommes une nation qui est en train de travailler pour être une très grande nation, ce que nous méritons. Une très grande nation, et c'est en cela que le président de la République a aussi constamment salué la renaissance. La renaissance constatée dans notre pays, une renaissance sans laquelle nous n'aurions pas pu avoir ces différents résultats. Et en réalité, ce que je voudrais partager avec vous, parce que quand on fait un peu d'effort, les chiffres sont là, ils sont vérifiables. Ce qui est matérialisé, les constructions, les réalisations sont vérifiables. Mais ce qui l'est moins, c'est ce qui a été germé, puisqu'on parle de résultats visibles. Ça, c'est ce qu'on voit. Ce qui a été mis en place et qui donnera ses fruits dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, peut-être dans quelques décennies. Le travail qui est en train d'être fait pour reprendre en main notre système éducatif sinistré, nous ne pouvons pas en mesurer les résultats aujourd'hui. Parce que là, il faut mettre des grains en terre. Il faut former les formateurs, construire le lycée technique, puisque le gouvernement a fait l'option de l'enseignement technique et professionnel. Par opposition
à l'intellectualisme que nous avons développé pendant de nombreuses années. Et il y a de quoi interpeller que mes lunettes ne sont pas fabriquées à Cotonou, le micro n'est pas fabriqué à Cotonou, le pupitre n'est pas fabriqué à Cotonou, les vêtements que chacun de nous porte ne sont pas fabriqués à Cotonou, les lampes, le carrelage, rien n'est fabriqué à Cotonou. Comment voulons-nous nous développer si nos peu de ressources, nous les consacrions à l'importation de ces choses élémentaires que d'autres pays, sur lesquels d'autres pays ont bâti leur fortune? Est-ce que c'est avec une thèse de doctorat en sociologie qu'on fabrique ces choses? Le micro, les caméras, les caméscopes, rien du tout. Est-ce qu'on continue d'encourager un système éducatif qui fabrique de brillants intellectuels, mais qui n'est pas capable de nous sortir du chômage, ni de nourrir nos enfants, vous, nous, nos petits frères, etc. D'où l'option d'investir massivement dans l'enseignement technique et professionnel, qui sont les seules filières qui permettent à un pays de se construire, de s'industrialiser, de se développer, de pourvoir aux emplois. Et comme nous avons très peu d'infrastructures de base, on est obligé de recommencer. De construire des lycées techniques, ça a son coût, ça a un coût. De former les formateurs. Tout ceci nous prendra 2, 3, 4 ans, mais au bout de la 5e année, nous commencerons à former et au bout de 10 ans, peut-être que nous aurons les premiers techniciens. Voilà l'illustration, par exemple, de ce qui va venir. Je ne veux pas vous dire qu'on va construire un stade dans toutes les communes. C'est évident. Ça fait partie de ce qui n'est pas encore visible aujourd'hui, mais qui arrivera. Mais il y a des choses beaucoup plus subtiles sur lesquelles il importe d'attirer l'attention des uns et des autres. Et c'est cette illustration que nous donnons, par exemple, avec la reprise en main du système éducatif, du système de santé. Donc cette renaissance a été saluée. La fierté d'être béninois, on peut enfin lever la tête et regarder l'horizon. C'est ce que le président a dit. Même si notre résultat, qu'il apprécie avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie, paraît peu aux yeux des uns et des autres, ces résultats prouvent ceci, que nous avons démontré notre capacité à tourner le dos et à vaincre la fatalité, notre capacité à redresser la tête pour bâtir notre pays, en faire une grande nation qui va compter dans le concert des grandes nations. Si nous avons été capables de faire ça aujourd'hui, nous sommes capables de beaucoup mieux, à condition que nous préservions nos acquis. Ces acquis que le président de la République considère qu'ils doivent être irréversibles et irrévocables. C'est-à-dire qu'on ne permettra plus à personne de remettre en cause ces efforts que nous avons commencé par faire et qui produisent des résultats, ce qui appelle à une certaine prise de conscience, à une certaine vigilance, à une certaine responsabilisation de chacun d'entre nous. Vous voyez bien le terrain sur lequel je veux aller. Il ne faut plus que l'on vienne par des discours et des dogmes nous laver le cerveau et faire croire qu'on est dans une compétition politique stérile qui voudrait que quelqu'un s'éternise au pouvoir ou que quelqu'un mette à mal la démocratie alors qu'on est en train de consolider cette démocratie et de lui donner un contenu. Il faut que les Béninois, parce qu'ils ont constaté ces résultats, veuillent les préserver, veuillent les consolider, veuillent les pérenniser. Si ce n'est pas pour nous-mêmes, pour notre génération, il faut que ce soit pour les générations à venir. Parce que le travail qui est fait sous le leadership du président Patrice Talon, c'est le travail d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain. Le travail pour les générations d'aujourd'hui, les générations de demain, nos enfants, nos petits-enfants. Si ce n'est pas fait, ils seront obligés de payer un plus long tribut. Et c'est pour cela que nous avons été gentiment invités à serrer la ceinture pour réaliser ces choses. Et quand le président de la République parle de serrage de ceinture, bien sûr, c'est nuancé. Les salaires continuent d'être payés. Celui qui a une production à vendre vend et encaisse. Le serrage de ceinture, c'est qu'il n'y a plus de distribution de prébande.
issus de la corruption, de la gabegie, du gaspillage de nos ressources que certaines élites politiques souvent, qui se retrouvent avec les caisses publiques, prennent des libertés avec l'argent public, jouent les riches et les gros dos et sont malheureusement célébrés. Voilà un thème important. Nous avons pendant de nombreuses années appris à célébrer nos bourreaux. Quelqu'un s'arrange pour se faire normer à un poste, détourne la caisse, joue les paparazzis, et c'est celui-là qui est vénéré. Et ceux qui font des efforts, qui sont plus méritants, sont venus, sont rejetés. Eh bien, je crois que le temps est venu pour que nous ne célébrions plus, c'est le président de la République qui le dit, nos travers. Il ne faut plus que ce soit le voleur, le délinquant, qui soit adulé, porté sur un piédestal, cependant que ceux qui s'échinent, qui travaillent et qui gagnent leur vie à la sueur de leur front soient dénigrés. C'est aussi une révolution mentale, que dirais-je, une évolution tout court, à laquelle le président de la République, par le constat de nos acquis, l'analyse des moyens par lesquels nous sommes parvenus à ces résultats, conclut et exhorte le peuple béninois à célébrer plutôt la vertu que le vice, et donc à barrer la route à l'imposture. C'est à cet exercice que je voudrais vous inviter, à cette analyse constante que vous allez partager avec ceux qui vous entourent, avec nos compatriotes, constamment, inlassablement, pour que notre pays tourne le dos à la pauvreté, à la misère, tourne le dos à la fatalité. Parce que là aussi, et vous allez saisir le sens de la pédagogie du président de la République, lorsqu'on est pauvre, lorsqu'on a peu de moyens, on est condamné à se battre. Ceux qui sont riches, ils ont déjà construit leur pays. Ils ne reviennent plus en arrière. Mais quand vous êtes pauvre, soit vous vous battez pour sortir de votre condition de pauvre, de votre précarité, et on en a l'énergie pour bâtir une nation prospère, soit vous vous vautrez dans cette pauvreté et vous retombez, vous tombez dans la misère. Donc, l'effort doit être notre leitmotiv. L'organisation doit être notre leitmotiv. C'est ça le sens et la portée de la tournée de reddition de comptes engagée par le président de la République à travers nos contrées 60 à ce jour, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de vigueur, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme, où, je dois le dire, il a été accueilli, parce que nulle part, le président de la République, dont on supputait l'impopularité, nulle part on ne lui a jeté la pierre. Et quand bien même les gens de mauvais augure penseraient que c'était un public acquis, mais il s'agissait des représentants des populations. Et les populations sont sorties nombreuses, se sont massées. On n'a pas eu droit à un jet de pierre. Et pourtant, on a déjà connu ça dans notre pays. On a eu droit, au contraire, à un accueil chaleureux qui prouve que les Béninois avaient soif de leur président, qu'ils attendaient d'échanger avec lui, que dis-je, de communier avec lui, et elles ont été enthousiastes, elles ont écouté, elles ont adhéré, parce qu'elles ont compris le sens des réformes, parce qu'elles ont compris que le président de la République les ont compris. C'était ça, le sens de cette tournée de reddition de comptes, n'en déplaise à qui ne veut pas voir que non seulement le président n'était pas dans l'aquarium, mais bien dans le peuple pour son peuple, qu'il est sorti de ce que ceux-là appellent l'aquarium et qui s'est montré à l'aise dans la lagune, dans la mer, sur terre, dans l'air, qu'il est en phase avec le peuple béninois et que son bilan a convaincu ce qui sera constaté dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vous ai dit que c'est un échange. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je me tiens évidemment à votre disposition pour aborder toutes sortes de questions
susceptibles de nourrir votre curiosité sur les motivations de cette tournée si besoin en est, et même d'autres questions qui vous brûlent les lèvres. Merci pour votre aimable et obligeante attention. Il y a une question qui intéresse beaucoup l'opinion publique, c'est ce qu'a coûté cette tournée aux contribuables béninois. Monsieur le ministre, la tournée du chef de l'État a démarré par Savet, Tchaourou, terminé à Cotonou. Dites-lui, monsieur le ministre, est-ce que c'est fait exprès, c'est prémédité? La première préoccupation, c'est de savoir si on a fait exprès d'être passé par Savet, Tchaourou, avant d'arriver à Cotonou. Mais écoutez, monsieur Taillon, la tournée a été planifiée. Et quand on parle de planification, soit c'est le fruit du hasard, ce qui ne ressemble pas au gouvernement auquel j'appartiens, soit parce qu'il y a des raisons précises à ce que l'on ordonne les choix. Il est vrai qu'il y a eu quelques difficultés rencontrées à Savet à la suite de l'élection législative, des élections législatives passées. On a connu ces difficultés à Savet, on les a connues à Tchaourou, qui est la ville natale du prédécesseur du président Patrice Talon. Il y a eu des moments d'humeur. Mais il y a eu des difficultés également à Kadiaou. Donc il a paru opportun au président de la République de démarrer sa tournée par les villes des collines, Savet, où il compte des Béninois, des partisans, comme des gens qui ne sont pas forcément favorables à l'action du gouvernement. Mais Savet est une ville symbole parce qu'il y a eu des incompréhensions et qu'il y a eu des mesures d'apaisement qui ont été apportées et qu'on a démarré la tournée par là. Et l'accueil réservé tant à Savet qu'à Tchaourou démontre que le président de la République reste le père de la nation et que les thématiques qui ont été abordées dans ces villes sans tabou, avec beaucoup de franchise et beaucoup de sincérité, ont reçu un écho favorable auprès des habitants et des citoyens de ce pays. Nous avons eu vent, ça c'est la deuxième question, d'irrégularité, effectivement, à l'occasion des concours concernant les auditeurs. Mais je voudrais qu'on replace les choses dans leur contexte. Quand vous parlez d'irrégularité, cela ne veut pas dire quels sont le fait de l'organisation du concours. On a surpris des tentatives de tricherie. Et ça, vous ne pouvez pas mettre un gendarme derrière tous les candidats. Plus exactement, 2 candidates qui se sont présentées dans les salles, non pas avec un corrigé type, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas encore de corrigé des épreuves. Et je peux vous dire que mon collègue garde des Sceaux, qui doit initier ces corrections, est absent, donc il n'y a pas de corrigé type. Il y a une candidate qui a été surprise avec ce qu'on appelle des antisèches, et une autre qui se faisait souffler les réponses depuis l'extérieur via son téléphone. Les deux ont été sortis des salles de composition. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'ampleur de la fraude et les complices éventuels de cette fraude, puisque je vous ai dit qu'il y a des gens qui soufflaient des réponses depuis l'extérieur. Je crois que l'une de ces candidates est déjà placée en garde à vue, sera probablement présentée au procureur de la République, et que les autres sont activement recherchés. Et vous permettrez que pour des questions d'efficacité, je ne puisse pas en dire davantage, sauf à vous dire que le gouvernement prend ses responsabilités et que cette tricherie qui arrive, parce que nous ne sommes pas des saints, nous oblige à interpeller leurs auteurs qui seront sanctionnés. À part cela, ces concours ne connaissent et ne souffrent d'aucune irrégularité susceptible d'être imputée au gouvernement ou aux organisateurs. Quand le président Patrice Talon
dit conforme, des gens pour le bavardage, de façon très amicale, aviez-vous dit d'ailleurs, est-ce à dire que le Bénin se construira désormais sans sociologue, sans philosophe, sans linguiste ou même sans avocat? C'est la première question. La seconde question. Ce matin, parlant de la deuxième phase de la tournée, vous avez évoqué l'objectif 2022, qui est un objectif phare, 100% de ménages approvisionnés en eau. C'est salutaire. Monsieur le ministre, lors de votre conférence de presse sur la première phase, vous aviez dit que le chef de l'État a constaté des chantiers inachevés pour une ou autre raison. Mais pourtant, le financement était bouclé. Alors dites-nous, est-ce que des mesures ont été déjà prises afin de corriger cet état à l'avenir? Ma première question, c'est par rapport à l'annonce du président Patrice Talon de se réconcilier avec Boni Yayi. Et je voudrais savoir où en est la réconciliation et quelles sont les démarches en cours. Et le président Patrice Talon a fini une première phase de sa tournée. Est-ce qu'il y aura une seconde phase de sa tournée pour couvrir les 12 autres communes? Et ma troisième question, pourquoi les mesures barrières ont été violées avec les attroupements de la foule alors qu'il était annoncé une tournée conforme aux gestes barrières? Monsieur le ministre, vous ne constatez pas que le président de la République s'éloigne de la qualité de son discours quand on prend le timing et la qualité? Exemple, Abomey, Diamant. Monsieur le ministre, on a suivi que le chef de l'État, quand il était dans le septentrion, il a lancé un appel, la main tendue à son prédécesseur Boni Yayi. On s'attendait également que lorsqu'il sera à Comé, précisément, peut-être lancer cet appel également à son compatriote à Diavo, mais on n'a rien constaté. On a constaté que le chef de l'État a un style d'habillement spécifique pour Cotonou et les autres villes, c'est la même chose, on a constaté. Également, le fauteuil du chef de l'État, c'est la même chose, on a constaté partout. On peut se tromper parce que nous n'étions pas sur le terrain. C'est ce qu'on a vu à travers les caméras. Il demande si le Bénin se construira désormais sans les sociologues ou sans les avocats. Il n'en a jamais été question. Nous avons passé notre temps à nous former par un mimétisme idiot aux filières que je vais qualifier d'intellectuelles, aux humanités, par exemple. Nous avons hérité d'un système colonial où le colon a voulu qu'on apprenne à parler français. On est devenus des experts en français. On est devenus des experts en lettres modernes, en négligeant au passage nos propres langues. On connaît mieux l'histoire de France que l'histoire du temps romain. On a formé des sociologues, on a formé des psychologues, on a formé des avocats pendant de nombreuses décennies. Et toutes ces différentes filières ne nous ont apporté et ne nous apportent aujourd'hui que le chômage. C'est un constat. Et nous avons continué ce mimétisme, cependant même que le pays ou les pays dont nous avons hérité du système, eux ont commencé ou ont continué de former des gens à la technologie. Ils ont formé des ouvriers qualifiés, des gens qui vont travailler dans les manufactures, dans les grosses industries, dans l'informatique, etc. Donc c'est nous qui nous sommes déconnectés. Et le constat du président de la République, c'est de dire aujourd'hui que, au lieu de continuer à former des sociologues massivement, des psychologues massivement, des avocats qui continuent de recevoir leur formation, la gouvernance publique donnera priorité à la formation technique et professionnelle. Autrement dit, si naguère nous avions 100% d'intellectuels et 0% de manuels ou de techniciens, aujourd'hui, nous voudrions qu'il y ait au moins 70%
de techniciens, de gens qui ont été formés pour avoir un métier. Et quand je dis techniciens, tous ceux qui savent faire un travail, qui savent avoir un emploi. On va former des gens dans le secteur du tourisme, ce n'est pas forcément très technique. Mais si nous voulons faire de la filière tourisme une filière de développement, il faut que nous ayons de bons serveurs, de bons guides, des gens qui savent recevoir, qui savent gérer un hôtel. Ce n'est pas forcément des sociologues. Ça rapporte, c'est un métier. Et dans les grands pays, on forme à cela. Si nous voulons maintenir et pérenniser les résultats que nous avons dans le secteur agricole, il faudrait qu'on forme un peu plus d'agronomes, de techniciens, des ingénieurs, etc., plutôt que de former des juristes. Donc c'est une question de proportion que l'on inverse. Il ne s'agit pas de construire un pays sans sociologue, on en a besoin, sans historien, on en a grand besoin, ou sans chercheurs. Et là, je vais emprunter les expressions du défunt général de Gaulle, qui déplore que les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on n'en trouve pas. Donc, on veut former des chercheurs qui trouvent des solutions que l'on peut concrétiser afin que les Béninois puissent aussi fabriquer des lampes, des micros, des chaussures, des souliers, des sacs, des produits de consommation, qu'ils puissent aussi avoir des entreprises pour transformer, au moins, ne serait-ce que cela, nos produits vivriers, transformer l'ananas, les oranges, puisque nous avons eu des usines aussi, des unités de production qui ont fermé, notamment pour déficit d'énergie électrique et également pour absence de main-d'œuvre qualifiée. Donc c'est ça le sens de la réflexion et des propos du président de la République. Il ne s'est pas agi de sous-estimer telle filière ou telle filière, mais il s'est agi de recadrer. Et il a raison, c'est pertinent de réorienter notre système éducatif vers un système qui permet de résorber le chômage dont nous nous plaignons tous. Parce que notre système éducatif n'est pas allé vers les métiers et n'a même pas su adapter les métiers traditionnels à la réalité d'aujourd'hui. Alors, la deuxième question de M. Rousseau, qui selon moi recèle une incompréhension, il n'y a pas d'insuffisance dans le travail qui est fait, quand bien même aucun travail n'est parfait. Le sens de mon propos, c'était de dire que la plupart des projets qui sont mis en route sont financés. Mais nous avons un président de la République méticuleux et pointilleux, qui fait faire des études d'une précision la plus absolue possible. Le président de la République, alors qu'un projet est bouclé et que, à une semaine du démarrage des travaux, quand il constate, soit parce qu'un technicien le lui a soufflé tôt, soit parce que, puisqu'il est souvent au front, il constate que tel paramètre n'est pas aux normes, il peut remettre en cause ce projet. Ça, il faut le savoir. Donc, ce qui doit être lancé, par exemple, en décembre 2020, peut être différé parce qu'on doit faire des études complémentaires. Il préfère que nous ayons une œuvre bien accomplie, si possible, parfaitement accomplie, plutôt que de précipiter la construction d'une centrale. Vous vous rendez compte, si nous critiquons les 40 milliards qui sont partis en fumée, je dirais, dans une centrale, certes, c'est certes parce qu'il y a eu du détournement, il y a eu du gaspillage, mais il y a forcément eu des erreurs dans la conception. Donc, pour éviter ces erreurs, ces travers que nous dénonçons, on pousse l'expertise dans ces derniers retranchements. Le président de la République est certes pressé, mais il ne confond pas vitesse et précipitation. Donc, tout doit être bien articulé avant qu'on ne lance les travaux. C'est ce qui explique les retards que vous pouvez constater dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Le président a parlé publiquement, officiellement, en tant que chef de l'État et père de la nation, en disant « Moi, je suis prêt et j'appelle une réconciliation à l'endroit de ceux qui me jettent la pierre, puisque de mémoire d'homme, vous ne verrez dans aucune parution, dans aucun livre
des propos tenus par le président Patrice Talon, des propos désobligeants à l'endroit de qui que ce soit. C'est le contraire que vous verrez. C'est lui qui a souvent été fustigé, traité de tous les noms. Et pourtant, il dit « nous pardonnons ». Et il ne s'adresse pas qu'au président Yahya Boni. Dès lors que ça a été fait, et que moi-même je suis témoin, on ne peut pas parler plus que ça. Quand le chef de l'État dit « je veux me réconcilier », quand le chef de l'État dit « demande aux sages de tout mettre en œuvre pour que la balle soit mise à terre », il a déjà joué sa partition. C'est aux autres de savoir saisir cette balle et surtout d'avoir un comportement qui ne soit plus belliqueux, qui ne soit plus... Bon, voilà. Le journaliste veut savoir quand est-ce qu'il y aura une deuxième phase. C'est une tournée qui a déjà connu 2 phases. Et nous disons phase parce que, en fonction du temps de pause qu'il y a entre les deux phases, il y a une première phase où il a parcouru 17 communes. Cette deuxième phase où 43 communes ont été visitées et qui porte à 60 le total des communes. Au mois de janvier, cela est annoncé, il y aura probablement, mais très certainement, un tour dans les 17 communes qui restent, puisque nous en avons 77, n'est-ce pas, afin qu'aucune commune ne se sente en reste. Sinon, au départ, la tournée a été planifiée et programmée pour une 50aine de communes. Mais le succès dans l'action a suscité l'appétit des autres communes qui avaient aussi envie de recevoir le président de la République, lequel se prête au jeu parce qu'il n'y a pas de petites communes et il n'y a pas de communes privilégiées. Alors, évidemment, je profite pour répondre à la question sur la tenue. Bon, nous sommes en démocratie. Le président de la République est libre de s'habiller comme bon lui semble, même si vous avez noté la particularité de la tenue de combat, la sahélienne avec laquelle il a parcouru les chantiers de Cotonou, qui est la même, en tout cas dans le modèle, avec laquelle il a été reçu à Cotonou. On va dire que c'est son goût, qu'il n'y a pas forcément à donner lieu à une polémique particulière. Les 2 tenues sont élégantes et je crois que ça fait le buzz. Quand on parle de violation de mesures barrières, non, toutes les précautions ont été prises. C'est d'ailleurs par respect de ces mesures barrières que, dans l'exécution de l'impératif constitutionnel de reddition de comptes et de cette tournée, on a projeté de recevoir que les représentants des populations dans des salles avec respect des mesures barrières. Cela a été un déchirement, puisque le président de la République, vous savez, on découvre les gens qui pourraient vous paraître lointains, est un homme de chaleur. Et donc il était très malheureux de réduire ces rencontres aux représentants des populations. Il aurait bien voulu être dans son peuple comme un poisson dans l'eau, comme un capitaine dans l'eau, entouré de ces poissons, et il lui est arrivé très souvent de déplorer et de souffrir de cette barrière qui nous confinait à recevoir peu de gens dans des salles avec des masques, ne lui permettant pas de s'exprimer. Cela étant, quelles mesures peut-on prendre pour empêcher les populations qui savent que leur chef bien-aimé est dans les parages et qui accourent, qui s'attroupent? Tout ce qu'on a pu faire, c'est d'essayer de les discipliner, de distribuer des masques, de distribuer des gels pour qu'ils se lavent plus ou moins, et ceci me donne l'occasion de rattraper peut-être une omission, on ne peut pas tout dire, les mutations que nos forces de sécurité ont connues, le président l'a rappelé très souvent et les a saluées. Nous sommes passés de forces de sécurité qui étaient naguère, il y a bien longtemps, en arrière, connues pour ne pas nous sécuriser et surtout pour nous racketter ou nous rançonner. Et qu'aujourd'hui, avec la réorganisation et les mutations acceptées par les forces de sécurité, non seulement l'insécurité a baissé considérablement, mais nous sommes de moins en moins sujets à ces raquettes et à ces renseignements. Bien au contraire, vous avez des gens en uniforme très courtois qui portent assistance et secours aux compatriotes
les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Je profite de cette question pour rappeler ce pan important des mutations qu'on a opérées dans l'administration, au sein des forces de sécurité et de défense. Le président a fait preuve de beaucoup de pédagogie. Il ne sert à rien de tenir un discours rigoriste lorsqu'on veut toucher le cœur des gens. On est obligé d'emprunter des expressions qui détendent, mais qui pénètrent dans le cœur. Et le président n'a fait que reprendre dans nos langues, ce qui est fort appréciable, des expressions courantes de nos mentalités, de nos réflexes. Ne perdez pas de vue que le leitmotiv, je peux très bien m'exprimer en fond, de nos dirigeants et d'ailleurs de la plupart d'entre nous, lorsqu'il n'y avait pas ces réformes intellectuelles et morales, c'est que chacun veut aller couper sa part. Quand on crée un parti politique, le président de la République l'a rappelé, c'est un peu comme le couteau avec lequel on va dépecer une partie du gibier bénin. J'ai mon parti de quartier, je veux ma part, je veux le port, je veux les recettes douanières. Alors, une fois de plus, je dis, présenter de cette façon, les populations comprennent davantage et leur niveau de conscience est élevé par cet effort de pédagogie que fait le président en descendant dans le langage élémentaire terre à terre. Ces petites expressions sont plus formatrices, sont plus pénétrantes que de longs discours. Évidemment, qui veut comprendre, comprend. Mais qui veut toujours critiquer peut trouver que le président n'avait pas à décrire dans ce menu détail ce qui se passait dans nos cœurs, ce qui constitue nos réflexes malsains, nos travers. Et donc, en sortant ces expressions, nous devrions être rassurés que le Bokono connaît bien son fa et qu'il pose le bon diagnostic, ce qui permet d'avoir la bonne thérapie. Et c'est la combinaison de ce bon diagnostic, parce qu'on connaît le terrain, parce qu'on connaît les soubresauts, nos motivations, qu'on a pu trouver une thérapie qui permet de sortir le Bénin du cycle de la pauvreté, de la paupérisation, pour le remettre sur les rails du développement. Un développement qu'il nous faut consolider, qu'il nous faut pérenniser en extirpant de plus en plus les mauvais réflexes, les travers que le président de la République dénonce aimablement avec des expressions familières. La réconciliation, elle n'est pas exclusive. La réconciliation à laquelle le président de la République appelle est une réconciliation intégrale, une main tendue en direction de tous les Béninois, quelle que soit leur faute, leur péché. Et il ne s'exclut pas. Ce n'est pas une réconciliation judiciaire. Ce n'est pas une affaire de toi tu as fait ci, toi tu as fait cela, non. Mais comme j'ai eu à le dire, cette réconciliation doit être inclusive. Elle est voulue par le président de la République. Il faut qu'elle soit voulue aussi par les autres protagonistes. On ne se réconcilie pas tout seul. Et cette réconciliation ne se fera pas au préjudice du peuple béninois, à la faveur d'une amnésie par rapport aux crimes économiques qui ont été commis. Cette réconciliation ne peut pas être faite par l'impasse sur ceux qui doivent rendre compte et à qui il suffit d'adopter une démarche d'humilité afin que la réconciliation soit possible. Vous ne pouvez pas faciliter la réconciliation lorsque, quand le chef de l'État vous tend la main, vous passez votre temps à cracher dans la soupe et à menacer le chef de le faire partir ou de le traiter de tous les noms. Donc, votre question, elle est bienvenue parce qu'elle donne l'occasion de rappeler aux uns et aux autres
que la réconciliation comme la paix ne sont pas de vains mots, mais c'est des comportements. C'est une démarche qui appelle plus à l'humilité des autres qu'à celle exprimée déjà par le chef de l'État. Tous les fils du Bénin sont appelés à contribuer à l'édification de cette grande nation qui est en train d'être bâtie au jour le jour, sous nos yeux, commune par commune, je reprends les expressions du président de la République, secteur par secteur. Tout est impacté et tout le monde, tous les enfants du Bénin ont leur place dans ce processus, sauf s'ils décident eux-mêmes de rester en marge de ce progrès et de cette réconciliation qui, si vous le permettez, sera le dernier mot de notre entretien de ce jour pour lequel je vous remercie.